Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, il est rare que nous accueillions dans l'émission des personnes dont le métier est de juger et éventuellement de punir les autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir à Radio Liban Périgord M. Julien Simon Delcros, président du tribunal de grande instance de Périgueux. M. Simon Delcros, merci. Et merci de bien vouloir parler de votre métier à Radio Liban Périgord. Monsieur le Président, vous êtes un homme jeune encore, plus un jeune homme, mais un homme jeune. Quelles sont les étapes qui vous ont conduit aux responsabilités que vous exercez aujourd'hui ? Écoutez, bonjour, et je suis très, très content de vous rencontrer. Je pense que, avant de vous parler un peu de mon parcours, il est important de dire que le juge, ce mot-là peut faire peur, le magistrat, mais c'est aussi peut-être parce qu'on ne le connaît pas, et que lorsqu'il m'est donné l'opportunité de parler de mon métier, de la justice, je ne dis jamais non. Bien écoutez, moi c'est simple, je n'avais pas de vocation à être magistrat, et je pense que peu doivent l'avoir, mais j'avais un intérêt pour la justice, ou peut-être plutôt un dégoût pour l'injustice qui m'a conduit sur les bancs de l'université, à la faculté de droit à Paris. J'ai eu mon master et là j'ai décidé de passer à la fois le concours de la magistrature, difficile, et l'examen d'avocat. En me disant le sort décidera. Le sort n'a pas décidé, il a fallu choisir. Et je me suis dit, voilà, c'est un métier où je vais beaucoup probablement voyager. Je vais pouvoir découvrir des facettes de la vie assez nombreuses. Donc je suis entré à l'École nationale de la magistrature, où la formation est assez longue. Et ensuite, j'ai exercé dans plusieurs départements de France. Alors, est-ce que vous pouvez, après ce préambule qui nous situe donc dans votre progression, passage par l'école nationale, la prestigieuse École nationale de la magistrature, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce que fait un président de tribunal de grande instance et ce qu'est un tribunal de grande instance par rapport, c'est-à-dire qui incarne la justice civile par rapport à la justice pénale ? Alors, d'abord, il faut bien distinguer, et c'est compliqué en France, la justice administrative, les rapports avec les impôts, avec les administrations, qui relèvent des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et du Conseil d'État. Les tribunaux de grande instance sont uniquement de la justice privée. Les rapports entre les citoyens, mais aussi évidemment les infractions commises. Et vous avez plus de 130 tribunaux de grande instance en France, en moyenne à peu près un par département, avec la possibilité de faire appel et vous allez devant les cours d'appel. Et donc pour ce qui nous concerne, c'est la cour d'appel de Bordeaux. Et en ultime recours, la possibilité de se pourvoir devant la cour de cassation qui se situe à Paris. Un tribunal de grande instance, c'est la première saisine de la justice pour toutes les affaires civiles et pénales. Alors le civil, c'est très vaste. Ça va de la naissance. Lorsqu'un enfant se retrouve dans une famille en grande difficulté, eh bien, écoutez, l'assistance éducative permet au juge des enfants, par exemple, de décider de la venue d'un éducateur jusqu'à un âge beaucoup plus avancé, notamment au travers d'une mesure de tutelle pour des personnes qui deviennent dépendantes. Donc tous les âges de la vie se déroulent parce que le droit, on le rencontre à beaucoup de carrefours. Il y a aussi la justice pénale. Donc ce sont toutes les infractions commises, poursuivies par le procureur de la République, de la simple contravention
jusqu'aux crimes, les crimes étant principalement les vols à main armée, les meurtres, les viols. Toutes ces choses-là ne vous concernent pas. Vous êtes concerné exclusivement par les litiges ou par les affaires familiales que vous évoquiez à l'instant. Alors, un président de tribunal de grande instance, c'est d'abord un magistrat, donc il peut avoir à connaître, et c'est mon cas, toutes les semaines d'audience, au pénal ou au civil, mais c'est aussi quelqu'un qui est chargé de l'administration de la juridiction, aussi bien la question des ressources humaines, le budget, la sécurité, voilà. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est à la fois de connaître le fonctionnement de la justice au quotidien, d'apporter les réponses que je peux en tant que juge, mais aussi avoir une vision un peu plus large de l'évolution de la justice dans un département. Et j'ai exercé d'abord comme président en Normandie, ensuite j'ai été président de cour d'assises, donc pour juger là des crimes, et puis je suis maintenant en Dordogne depuis 4 ans avec beaucoup d'intérêt et aussi beaucoup de travail. Donc, pour un profane comme moi, j'en conclus que votre formation vous rend apte à exercer ce métier de juge aussi bien dans le cadre de la justice pénale que de la justice administrative. Justice civile et privée, mais pas administrative, puisque l'administrative, c'est un autre justice concours. Civile, oui. Civile et privée, civile et pénale, c'est vrai qu'on a parfois du mal à distinguer, mais c'est très simple. Dès lors qu'il y a une infraction de commise, c'est du pénal. Enfin, une suspicion, parce qu'il faut qu'il y ait une condamnation pour qu'elle soit véritablement reconnue comme telle. Et c'est la variété aussi des contentieux qui fait toute la richesse du métier, et en même temps peut-être un peu insécurisant, dès lors que la justice et la loi évoluent extrêmement vite. Et puis aussi peut-être le volume des infractions, parce que le tribunal d'instance, par exemple, ne juge pas les mêmes délits que le DGI. Alors, je vous parlais d'évolution de la justice. Un volume de... Le volume est un problème majeur, non pas parce que c'est une charge de travail, mais parce que, et c'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la justice se bat pour obtenir les moyens d'évoluer et surtout de tenir des délais raisonnables. On est maintenant, depuis quasiment une dizaine d'années, en sous-effectif de magistrats et de fonctionnaires parce que les départs à la retraite, notamment, n'ont pas été anticipés. Ce qui fait qu'à charge de travail égale, nous nous retrouvons moins nombreux. Et c'est là toute la difficulté, parce que le juge doit juger une affaire, sinon c'est un délit de justice, et il doit le faire aussi dans un délai raisonnable, sinon il risque d'être sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, alors vous avez anticipé la question que je voulais vous poser sur les difficultés actuelles de la justice, mais avant d'y revenir, je voudrais vous demander si, au regard de votre expérience passée, le département de la Dordogne présente un profil particulier pour votre travail. Quelles sont les contraintes particulières de la fonction dans un département dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est encore assez rural pour vous? Alors, sur l'aspect pénal, d'abord dire que c'est un département, même si certains seraient surpris, particulièrement calme. On est dans les 3-4 départements les moins impactés par la criminalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des infractions commises et qu'il n'y a pas de jugement à rendre, mais de ce côté-là, j'ai connu des lieux beaucoup plus compliqués, beaucoup plus violents. J'ai exercé en Outre-mer sur l'île de la Réunion, par exemple. Du côté civil, effectivement, la ruralité est très très présente. On a aussi beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'immobilier, les constructions, avec tous ces problèmes de fissuration que connaît la Dordogne, ce qui nous donne pas des problèmes liés au permis de construire, comme on en rencontre par exemple dans le Var. Il y en a, mais beaucoup moins, si vous voulez. C'est pas un département où le contournement de la loi est pratiqué régulièrement. Voilà. Donc c'est très intéressant aussi de
de voir que il y a des personnes qui essayent d'évoluer, mais qui peuvent aussi se retrouver face à un certain conservatisme, et au niveau commercial, parce qu'il y a aussi cet aspect-là des choses. Parfois, on ressent un certain nombre de blocages, mais c'est logique, hein. C'est un grand département en termes de géographie, avec des gens parfois très isolés. Nous allons venir, si vous le voulez bien, à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir les difficultés de la justice. Est-ce que la justice civile que vous représentez connaît les mêmes difficultés que l'ensemble de la justice en France, si oui, lesquelles? Vous avez fait allusion au personnel, aux locaux, au budget, au délai. Comment ça se passe dans un département comme celui de la Dordogne? Alors, je voudrais d'abord dire que la justice évolue vraiment beaucoup, je pense de manière très positive, se modernise, et l'exemple de Périgueux est à cet égard très parlant. Nous avons maintenant un magnifique palais 1830, mais intégralement restructuré et rénové il y a 4 ans, et derrière un pôle civil qui a été construit. Donc d'un point de vue matériel, nous exerçons dans des conditions relativement optimales. La difficulté se focalise effectivement sur la charge de travail et la capacité de juger. Lorsque vous présentez une requête pour un divorce et que le délai d'attente pour une première convocation devant le juge est de 6 à 8 mois, c'est pas du tout satisfaisant. Donc on essaye de travailler à la diminution de ces délais, et aussi par le recours à d'autres voies que la voie judiciaire, notamment ce qu'on appelle les alternatives pour le règlement des différends, la médiation, la conciliation. Est-ce que les justiciables n'ont pas pris l'habitude de ces délais, puisqu'ils savent très bien que s'ils veulent voir un ophtalmologue ou un autre spécialiste médical, ils seront confrontés au même problème? Oui, mais il ne faut pas être fataliste. Je crois qu'on peut vraiment l'améliorer. Je ne crois pas plus normal de devoir attendre des mois pour avoir un rendez-vous médical que pour rencontrer le juge auquel on doit pouvoir avoir accès. Nous allons revenir, puisque vous avez une fois encore anticipé une question que je vais vous poser, sur ces aspects du dépoussiérage de la justice. Comment évolue la justice civile à l'heure actuelle, alors qu'on dénonce à l'envi le triomphe de la cupidité, la montée de l'individualisme dans la société? Est-ce que vous êtes désabusé? Alors le jour où je serai désabusé, je crois que j'arrêterai ce métier. Il faut toujours espérer voir les choses évoluer. En ce qui concerne la justice civile et le comportement, oui, nous sommes confrontés à de l'individualisme, mais la notion de famille reste très importante. Et la saisine du juge d'affaires familiales ou du juge des enfants démontre, s'il le fallait, qu'il y a des problèmes réels dans le fonctionnement des familles, parce que les gens sont dans une cellule qui est importante dans leur vie. Ça, c'est le premier aspect des choses. Je crois que la modernité vers laquelle on doit se tourner, elle est pour appréhender une société qui se transforme profondément et ne pas toujours avoir un retard. Nous sommes en train de dématérialiser l'ensemble de toutes nos procédures, d'avoir recours à des nouvelles technologies et je dis oui, il faut avoir bientôt une possibilité de déposer plainte en ligne. Oui, il faut pouvoir suivre sa procédure sur Internet du début jusqu'à la fin. Moderniser, mais attention, sans déshumaniser. C'est-à-dire pouvoir avoir un accès au juge, une personne physique qui est la seule apte à saisir, et qui est formée pour ça, saisir les vrais enjeux humains qu'il y a parfois derrière des aspects particulièrement complexes juridiques. Donc cette modernisation qui est en cours, elle est encore incomplète. Quel regard portez-vous sur certains de ces aspects, comme par exemple la féminisation des corps de la magistrature? Moi, je crois que la féminisation de n'importe quelle profession est une bonne chose pour la variété des approches, des décisions.
La difficulté qu'on rencontre à l'heure actuelle, dans les métiers du droit et dans la magistrature en particulier, c'est que les promotions d'à peu près 200 à 300 magistrats par an sont maintenant, et depuis 10 années, composées de 80% de femmes. Donc on passe d'une magistrature qui était essentiellement masculine à une magistrature qui va progressivement devenir essentiellement féminine. Et il faudrait qu'on arrive à trouver un juste équilibre, comme la balance qui symbolise cette justice. Oui, parce qu'on est en train de passer une situation qui est celle de l'enseignement, un peu de choses près. Oui, mais on le retrouve aussi chez les avocats. Ça commence dès les choix de filière de baccalauréat et l'entrée à l'université. On voit qu'il y a une appétence féminine pour ces métiers, ce qui est une bonne chose, encore une fois, mais qui peut conduire à un certain déséquilibre. Pour moi, la justice n'a pas de sexe. On doit pouvoir se retrouver face à un juge homme ou femme de la même façon. Est-ce qu'il y a un attrait des jeunes qui est sensible, qui est concomitant de la modernisation de la justice ? Oui, mais c'est long. Évidemment, les nouvelles générations sont beaucoup plus habituées à l'utilisation des outils informatiques. Je crois que ça dépend vraiment de la volonté des chefs de juridiction, des chefs de cour, pour développer cet aspect-là, dont on est au final tous vraiment bénéficiaires. Et les collègues commencent vraiment à s'en emparer, j'en suis assez content. Oui, il y a des manifestations, justement, dont le nouveau palais de justice et le théâtre, qui sont tout à fait intéressantes pour faciliter le contact du public avec la justice, mais dans ses aspects matériels. Alors ça, c'est vraiment une volonté qui est la mienne depuis que je suis arrivé ici, c'est d'ouvrir le palais de justice. Je pense que c'est une institution dans la cité, en cœur de ville en plus, qui doit pouvoir être visitée. D'abord, on peut assister librement, sans rendez-vous et sans difficulté, sauf à passer sous un portique de sécurité, aux audiences, en tout cas les audiences pénales, qui ont lieu chaque semaine. Mais on reçoit beaucoup de scolaires, on a un certain nombre de manifestations pour aussi démystifier cette justice qui semble si éloignée du quotidien, alors même qu'elle a à s'emparer de tout ce qui se passe dans la vie des gens et qui est là, non pas, vous avez employé tout à l'heure des termes en disant parfois trancher, parfois, mais aussi, je dirais, réconcilier, apaiser, trouver des solutions dans des crises qui sont parfois majeures et qui ne peuvent pas continuer ainsi. Est-ce que les magistrats abandonneront un jour leur robe, comme les curés ont abandonné leur soutane, pour être plus intégrés dans la population ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut conserver ce vestige d'une pompe qui était destinée à impressionner les justiciables ? Alors je crois qu'elle n'est pas seulement, la robe n'est pas seulement là pour impressionner. Elle est le symbole effectivement de toute une histoire passée qui remonte à la justice, on va dire, ecclésiastique et puis à la royauté. Mais elle est surtout le symbole d'une impartialité, d'une neutralité. Lorsque le juge revêt sa robe, il n'est plus monsieur untel, il est le représentant de la justice. Ça, j'y suis très attaché. Je pense qu'il faudra maintenir la robe qui est presque aussi importante que la blouse du chirurgien. Par contre, il y a un certain nombre d'apparats autour, épitoges, qui pourraient un jour effectivement disparaître. Ça aussi, ce sera compliqué parce que, bon, comme tout corps, il y a un certain nombre de conservatismes, mais il n'y aura pas nécessairement besoin d'une révolution non plus. Donc on risque d'aller vers une simplification de l'apparat, mais vous êtes pour ça, c'est mon souhait, en tout cas. Un minimum. On utilise vraiment la robe de manière extrêmement précise. Il y a des audiences où on la porte, d'autres où on ne la porte pas. Parce que on doit avoir à la fois à certains moments une proximité du juge et d'autres où il faut marquer cette distance, cette solennité que la robe impose. Vous montrez un enthousiasme et une confiance qui sont tout à fait sympathiques. Est-ce que vous croyez à la perfectibilité des humains ?
et du moins la nécessité d'une justice pour que la société sache que le droit existe et que le droit peut ou doit avoir le dernier mot. Ça me semble essentiel, surtout ne pas revenir vers ce que j'appellerais une justice privée, vers, pour grossir le trait, la loi du talion, de l'œil pour œil, dent pour dent. Déléguer à l'État la justice est essentiel, et que l'État lui-même se réforme, ne pas revenir sur des choses très importantes comme l'abolition de la peine de mort, et continuer à avancer pour que la justice ne soit plus seulement, ce qu'on disait tout à l'heure, le symbole de la sanction, mais aussi le symbole de la prévention et de l'apaisement. Je vais peut-être vous surprendre, mais en ces temps qui ont été très marqués par le terrorisme, et ça c'est vrai que c'est insupportable, on est aussi de manière plus générale, depuis plusieurs années, sur une diminution du nombre de crimes commis en France. C'est quand même une raison d'être assez optimiste. Mais d'un autre côté, il y a des appareils judiciaires dans des pays dont le régime est notoirement injuste. Alors là, on franchit les frontières. Je crois beaucoup, d'abord pour ce qui concerne l'Europe, aux travaux du Conseil de l'Europe. Et cette Cour européenne des droits de l'homme a fait un travail très important depuis maintenant des années, puisque nous sommes soumis à la Convention européenne des droits de l'homme, qui a une valeur supralégale, qui est supérieure à la loi. Et d'ailleurs, un tribunal de Périgueux peut être saisi par un avocat sur le fondement d'un article de cette convention qui peut paraître en contradiction avec une disposition légale nationale. Si on va plus loin, effectivement, regarder Le Monde, et quand on ouvre le journal ou qu'on regarde le 20h, il y a toujours des raisons de désespérer. Mais en même temps, moi je fais un vote de modestie. Je pense que si déjà on arrive en local à améliorer les choses, ça peut faire tache d'huile. Y a-t-il une vie après les dossiers et les audiences pour un président de tribunal de grande instance? Je vais vous faire une réponse pour tout juge. Je crois qu'il faut réussir vraiment à être bien dans sa vie pour être un bon magistrat. Lorsqu'il y a eu l'affaire Dreyfus, qui a beaucoup marqué ce pays, dont on parle encore parfois, une décision a été rendue en 1906 qui l'a réhabilité. Et Pierre Drey, qui est un ancien premier président de la Cour de cassation, à l'occasion d'une commémoration, avait fait référence au juge qui avait rendu cet arrêt de juillet 2006. Et il avait dit ceci: « Nul n'a jamais retenu leur nom ». Je pense qu'on revient à la robe, on n'a pas à trop personnaliser, si vous voulez, l'action judiciaire. Mais ils nous ont fourni une occasion de pédagogie, ils nous ont appris que juger, c'est aimer écouter, essayer de comprendre et vouloir décider. Ça, c'est la mission du juge. Il faut être attentif à autrui. Mais pour être attentif à autrui, il faut aussi savoir le soir fermer la porte de son bureau et être très attentif à sa vie de famille. Vous n'avez jamais d'insomnie, de retour sur des affaires que vous avez eu à traiter? Comment échappez-vous quand même à ce métier extrêmement prégnant? Avez-vous des violons d'Ingres? Avez-vous des hobbies? Comment faites-vous pour vous délasser, pour oublier, en dehors évidemment de la vie de famille qui est un refuge excellent, mais qui n'a pas peur de l'erreur judiciaire, en fait des nuits blanches, ou revient sur des affaires qui l'a particulièrement marqué. C'est le cas de tous. Par contre, je pense que quand on avance en expérience, il ne s'agit pas du tout de se blinder, mais on arrive progressivement à trouver la bonne distance. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, il faut effectivement avoir ces moyens de se déconnecter. Alors pour moi, je dirais qu'il y en a 3. Il y a la course. J'aime beaucoup aller courir, et c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, on est ailleurs, on est
dans son monde à soi et ici avec la nature. Ça, c'est pour le corps. C'est pour le corps. L'équitation, je fais du cheval depuis tout petit. Alors plus de l'équitation sauvage qu'académique, à la campagne et lors de grands voyages que j'ai fait à cheval. Et puis il y a la musique. Voilà, la musique, moi, c'est quelque chose qui m'entoure tellement fortement et régulièrement que même la famille dit mais bon, on arrête un peu parce que faut laisser de la place aussi au silence. Alors nous allons passer sur la musique puisque vous m'avez déjà fait des propositions comme c'est le rite dans cette émission pour l'introduire et la conclure musicalement, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur cette passion pour le cheval que je partageais avec vous jadis et que vous nous disiez un peu où vous avez monté pour de faire de l'équitation sauvage. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui, très petit, m'a offert un Haflinger, un double poney, on les appelle comme ça. Et on a eu des poneys comme ça à la maison de famille, maison de campagne. Donc en fait, j'ai toujours été entre les jambes des chevaux et rapidement sur leur dos. Mais très peu en club, très peu pour faire de l'obstacle. Par contre, des randonnées et puis je vous l'ai dit, des escapades un peu extraordinaires, notamment un mois en Mongolie, mais également aux États-Unis, au Grand Canyon, au Kenya, enfin des voyages qui vous permettent d'être complètement coupé, je dirais même du monde des hommes, hein, pour être dans la steppe à galoper des kilomètres, oui, seul au monde, mais en même temps en communion avec cette bête assez extraordinaire. Quelques mots, parce que là vous piquez beaucoup notre curiosité, quelques mots sur les chevaux mongols. Les chevaux mongols sont probablement les plus résistants au monde, utilisés par Gengis Khan pour faire toutes ces conquêtes. C'était un des plus grands empires que le monde ait connu. Tout petit, extrêmement robuste, ne s'arrêtant jamais sauf pour manger des chardons. Il faut faire attention parce qu'ils sont gourmands, donc un chardon au milieu du chemin, vous pouvez vous arrêter net. C'est des chevaux qui ne sont pas forcément très beaux non plus, mais qui vivent dans un pays où ils sont tellement nombreux, semi-sauvages, qu'on les sent heureux et ils acceptent bien l'homme de temps en temps, mais pas tout le temps. Nous allons terminer par une note un peu peut-être humoristique. Avez-vous bu du lait de jument ? Absolument. Non seulement le lait de jument, mais aussi l'Ayrak. Le caillé, le lait de jument. Voilà, l'Ayrak, c'est un alcool qui est fait sur la base de ce lait de jument et qu'on déguste le soir sous la yourte. Est-ce que vous pourriez attribuer une note à cet alcool sur une échelle de 1 à 10 ? Alors, tant la nourriture que les boissons en Mongolie, c'est pas ça qui fait un voyage mémorable. Donc, on est plus proche du 2-3, mais le souvenir, lui, il est à 10. Monsieur le Président, merci infiniment de votre patience, de votre humour et de tout ce que vous avez appris sur la justice et sur votre métier. Le plaisir était pour moi. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.